Bonjour, bienvenue. Excusez-moi pour le petit retard d'ordre technique, mais me voici. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, c'est un live un peu particulier, un peu technique. J'ai envie de dire, nous allons faire ensemble le point sur l'emmaillotage. Alors, si vous n'avez plus de bébé en âge d'être emmailloté, mais que vous êtes curieux pour votre culture générale, n'hésitez pas à rester à m'écouter puisqu'on va parler un petit peu d'histoire de l'emmaillotage et surtout on va parler du développement du bébé. Donc vous allez voir, l'emmaillotage est quelque chose qui touche à beaucoup de choses au niveau de l'emmaillotement. Évidemment, ça touche l'emmaillotage. Mais j'avais envie de dire, l'emmaillotage touche beaucoup au développement du bébé, donc on va passer un petit peu de temps à en parler. Vous m'excuserez, je parle beaucoup avec mes mains. Ceci est un poupon, il est sur une sorte de micro-table allongée, mais il est évident, je le répète toujours, que quand un bébé est positionné sur un plan allongé, on ne le quitte pas, on ne le lâche pas, parce que même un tout petit nouveau-né peut tout simplement faire une petite roulade et basculer. C'est une des plus grandes raisons de visite aux urgences. Donc, mesdames, messieurs, vraiment, c'est quelque chose de très important. Quand le bébé est en hauteur comme ceci, on le tient, on a toujours une main dessus quand on va chercher un objet. Mais vous m'excuserez, pour mes démonstrations, je vais être obligée de lâcher mon poupon, mais vous gardez bien en tête que je ne le ferai jamais avec un vrai bébé. C'est juste que je ferai le geste tout de suite avec un vrai bébé, alors que là, je vais prendre le temps de vous présenter des couvertures d'emmaillotage, donc je vais lâcher mon poupon. J'espère que vous allez bien, que la rentrée de vos enfants s'est bien passée pour tout le monde, votre rentrée à vous aussi, qu'il fait beau chez vous. J'attends encore quelques petites secondes que tout le monde soit bien arrivé. Bienvenue à vous. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit pouce pour me dire que vous m'entendez bien ou que je parle depuis tout à l'heure pour personne? Je regarde de près, excusez-moi, je me penche parce que je suis loin de mon téléphone pour que vous puissiez voir mon petit poupon. Super, pouce en l'air. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de l'emmaillotage aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est une pratique qui est sujette à beaucoup de discussions. Je le vois sur des groupes Facebook, je le vois même quand je travaille dans des services médicaux, par exemple quand je vais former des maternités, on me pose toujours la question de l'emmaillotage. Et oui, il y a les gens pour l'emmaillotage et il y a les gens contre l'emmaillotage. Et vous allez voir que tout le monde a raison. Donc nous allons faire ensemble le tour de cette pratique et voir ses avantages, ses inconvénients et voir surtout ensemble qu'effectivement ce n'est pas une technique destinée à tous les bébés. Mais par contre, elle peut vraiment sauver entre guillemets la vie des parents quand on a un bébé qui est impossible à poser parce qu'il pleure tout le temps. Vous allez voir aussi que si cette technique est soumise à controverse, c'est tout simplement aussi parce qu'il y a une façon physiologique d'emmailloter son bébé et il y a donc une façon non physiologique, non anatomique de l'emmailloter et c'est souvent cette technique-là qui est liée à tous ces propos anti-emmaillotage. Alors déjà, l'emmaillotage, qu'est-ce que c'est? L'emmaillotage consiste à installer son bébé dans un maillot. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle, le maillot étant historiquement un linge très grand dans lequel on va pouvoir venir emballer, j'ai envie de dire, le petit bébé à la base de façon non physiologique. Alors, tout au long de l'histoire, les bébés ont toujours été emmaillotés pour, en général, deux raisons. Deux raisons qui ne sont plus à l'ordre du jour, vous le verrez maintenant. La première raison, surtout au moment de la Grèce antique, on pensait à l'époque à un esprit sain dans un corps sain. Vous voyez, c'était la théorie des humeurs, la théorie... les humeurs sont des fluides qu'on avait dans le corps, hein. C'est pas l'humeur si on était de bonne ou mauvaise humeur, mais c'était vraiment une époque où on pensait que notre cerveau fonctionnait entièrement en lien avec notre corps. Et donc, si on était heureux, par exemple, eh bien, on serait plus facilement en bonne santé que si on était triste et malheureux. Dans les faits, ils avaient totalement raison. On sait à quel point nous pouvons somatiser, c'est-à-dire que notre état d'esprit va avoir une incidence sur notre corps.
Par exemple, ça arrive souvent quand vous devez passer un examen très important, genre un oral du bac, et bien comme de par hasard, c'est au moment où vous devez passer votre oral du bac que vos intestins se mettent en vrac, que vous avez mal au ventre, que vous avez des diarrhées, que ça va pas bien ou autre. Ceci n'est pas une histoire vécue de moi, mais ça arrive fréquemment. Effectivement, par exemple, si vous allez à un premier rendez-vous, que la personne que vous allez rencontrer, vraiment, c'est quelqu'un que vous admirez, que vous êtes très amoureux ou très amoureuse, c'est le moment où vos joues deviennent toutes rouges, que vous avez des tics nerveux qui apparaissent, votre corps va traduire votre état d'esprit. Et donc, les Grecs disaient que si on voulait que les bébés soient des personnes droites dans leur tête, des personnes loyales, des bons serviteurs ou autres, eh ben, il fallait qu'ils soient droits dans leur corps. Donc on allait les emmailloter très serrés, très droits, très tendus, comme ça on savait que ça allait être des personnes très droites. Vous voyez un petit peu le cheminement. Ça c'est quelque chose qui a perduré vraiment dans l'histoire de la petite enfance et du bébé et qui est encore connu dans plusieurs pays dans le monde dans lesquels l'emmaillotage est encore pratiqué. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, on va emmailloter les bébés comme ça, jambes tendues, c'est dans des petites tribus. Hein. N'allez pas me dire, mais non, j'ai vu qu'au Sénégal, les bébés n'étaient pas emmaillotés. L'Afrique, c'est un continent, vous voyez. Ben, dans certaines tribus, on va emmailloter les bébés parce qu'on a peur qu'ils fassent du quatre pattes. Et on se dit, un bébé à quatre pattes, le quatre pattes, c'est vraiment un état animal. Et donc, l'enfant va devenir un animal, ça ne deviendra jamais un humain. Donc, pour éviter qu'il passe par l'état de quatre pattes, on va l'emmailloter, jambes tendues, très serrées. C'est quelque chose qui s'est beaucoup vu en Mongolie aussi, chez les Amérindiens. Donc, vous voyez que dans plusieurs pays très éloignés les uns des autres, dans plusieurs continents, cette pratique d'emmailloter un bébé très serré, jambes très tendues, avait pour volonté d'en faire un adulte humain, grand, loyal, un bon guerrier et tout ça. C'est pour ça qu'emmailloter nos bébés jambes tendues n'a plus tellement d'intérêt puisque l'on sait qu'il ne deviendra pas un petit animal parce qu'il fait du quatre pattes, bien au contraire, c'est une étape très importante dans son développement moteur et en plus, le fait d'être emmailloté tout droit n'en fera pas pour autant plus tard un enfant capricieux qui se roulera par terre pour jouer à Fortnite. Donc l'emmaillotage tout tendu, tout serré n'a aucune justification d'un point de vue création de l'esprit du bébé. La deuxième raison au cours de l'histoire qui a fait qu'on a emmailloté les bébés très serrés, très tendus, c'est aussi pour qu'ils puissent être au chaud. Alors il faut savoir que dans l'histoire de la petite enfance, l'enfant n'était pas appréhendé comme nous maintenant. Hein, nous, on attend en général notre bébé, on le fabrique, si possible en temps voulu, le bébé est en général désiré, même s'il arrive très souvent que ce soit une petite surprise inattendue. Mais on est quand même dans une société où l'enfant est plutôt aimé, attendu, désiré. Alors que dans ces époques-là, les bébés mouraient énormément. Par exemple, dans les années 1800, un bébé sur 4 décédait malheureusement dans sa première année. Et donc, du coup, au cours de l'histoire du bébé, du nourrisson, il n'y avait pas tout un matériel de puériculture. Comme maintenant, les bébés n'avaient pas des berceaux attitrés, ils n'avaient pas leur propre chambre, ils n'avaient pas leur layette rose ou bleue. Et donc, les bébés, ils étaient tout nus toute la journée. Et on va aller les emmailloter dans des grands langes en lin pour les tenir serrés et au chaud. Puisque le fait d'avoir un tissu très contre nous, ça nous tient plus chaud parce que ça isole le bébé de l'air extérieur. Donc du coup, comme il n'y avait pas de chauffage dans les chaumières, on emmaillotait très serré les bébés, comme ça on savait qu'ils étaient bien maintenus au chaud. Et on leur mettait des petits langes entre les jambes pour absorber les urines et les selles. Donc vous voyez, ces pratiques-là, elles sont très inscrites dans notre culture. Bien plus que le portage, j'ai envie de dire qu'on a oublié. Ça, l'emmaillotage, c'est très très inscrit. On a une culture de l'emmaillotage dans nos contrées. Et donc, de plus en plus, les maternités proposent d'emmailloter les bébés
à la naissance. Alors, avec quoi les bébés sont emmaillotés? Il existe différents produits sur le marché, plein de fabricants, plein de marques vous proposent des couvertures d'emmaillotage, des langes d'emmaillotage. Vous pouvez avoir, vous voyez, des petites choses comme ça, avec une petite poche pour mettre les jambes de bébé, avec des grandes bandes, vous voyez, autour duquel on va venir emmailloter le bébé. Ce sont des systèmes qui peuvent être effectivement très intéressants s'ils sont bien utilisés. Donc on va voir dans un deuxième temps comment bien emmailloter un bébé. Mais je ne vous cache pas que personnellement, en tant que formatrice en emmaillotage du bébé, je forme des services à l'emmaillotage dans des néonates par exemple, je conseille aux parents en général et aux professionnels plutôt, je fais tomber des choses, plutôt l'utilisation d'un maillot. Le maillot, c'est vraiment ce grand lange carré que vous pouvez acheter tout fait ou que vous pouvez éventuellement acheter dans un magasin de tissus. Mais le maillot est vraiment un lange qui doit faire, aller au minimum, j'ai envie de dire 60-70 cm. Un lange de 90, c'est pas mal. Il existe des langes bien plus grands aussi. Vous voyez, comme celui-ci, qui est un lange qui doit faire 1 mètre à peu près par 1 mètre, comme ceci. Ça, vous pouvez en trouver à des prix très bas. Je suis en train d'étouffer mon bébé, moi. À des prix très très bas. Et c'est vraiment l'idéal pour venir emmailloter votre bébé. Alors attention au niveau du matériel, je viens de vous l'expliquer, l'emmaillotage permet vraiment de tenir très au chaud votre bébé, ce qui est très intéressant, mais du coup il va falloir que la couverture d'emmaillotage ne soit pas en fait une couverture. On appelle ça des couvertures d'emmaillotage, mais ce ne sont pas des couvertures, puisqu'une couverture, ça a tendance à tenir vraiment trop chaud au bébé qui va en plus être très isolé du froid. Donc moi personnellement, j'utilise soit du jersey, vous savez, regardez, c'est de la matière t-shirt, que vous pouvez découper dans la taille que vous le souhaitez, ça ne s'effiloche pas. Ou ça s'achète tout prêt, ça c'est une couverture d'emmaillotage, un lange d'emmaillotage que j'ai acheté. Je vous dis la marque, j'aime pas faire des pubs, mais ça c'est la marque OP10, vous voyez. C'est une marque d'écharpe de portage qui vend aussi des langes. Ou le lange en coton, tout simple, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez un bébé d'hiver, si vous allez sortir par exemple avec votre bébé emmailloté, par exemple dans une poussette ou dans un landau, il existe des tissus en soie ou en mérinos, en laine. Ce sont vraiment les matières idéales pour emmailloter un bébé, sachant que la soie et le mérinos isolent encore mieux le bébé que le fait d'emmailloter le bébé. Ça l'isole autant de la chaleur que du froid. Donc on peut tout à fait emmailloter son bébé dans un léger mais très fin petit plaid en mérinos en laine, même en été. C'est très très fin, c'est très fluide, ça ne tient pas chaud, mais par contre ça va bien isoler votre bébé. C'est l'idéal si vous avez un bébé qui vient juste de naître. Si vous ne pouvez pas le garder en peau à peau les premières heures avec vous, de l'emmailloter dans de la soie, dans de la laine ou même dans du coton, ça va vraiment permettre de l'aider à conserver sa température corporelle. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais un des premiers effets bénéfiques de l'emmaillotage quand on a un nouveau-né, c'est de l'emmailloter juste après sa naissance pendant quelques heures pour lui permettre de mieux réguler sa température. Ça, c'est dans le cas où vous ne pouvez pas garder votre bébé en peau à peau, puisque les études ont largement montré que là où un bébé va le mieux réguler sa température corporelle, c'est en peau à peau contre vous. Vous vous déshabillez au niveau du haut de votre corps, vous mettez votre bébé tout nu, avec une couche évidemment, contre vous, vous rajoutez une petite couverture sur vous deux et là, votre bébé, il sera au top du top. Mais malheureusement, des fois, c'est pas possible. Ou alors, vous êtes trop fatigué. Enfin bref, pour différentes raisons, la couverture d'emmaillotage, c'est vraiment l'idéal. Excusez-moi, j'ai une petite étiquette qui... Ah voilà, une petite plume qui me gratte depuis tout à l'heure. Ça ira mieux. Voilà, donc cette couverture d'emmaillotage, pourquoi est-ce qu'elle est décriée et pourquoi est-ce qu'elle est conseillée? Alors, elle est largement décriée par des professionnels de santé, tout simplement parce que la façon dont on emmaillote les bébés de façon traditionnelle n'est pas anatomique, elle n'est pas physiologique. Je vous explique.
votre petit bébé, à la naissance, enfin pendant votre grossesse, si vous êtes une dame, mais pendant la grossesse de madame, si vous êtes un monsieur ou une dame qui n'avait pas eu de grossesse, le bébé est tout enroulé comme ça dans le ventre de la maman. Et le bébé est en état d'apesanteur. Je ne sais pas si vous avez déjà plongé dans une piscine, si vous avez nagé sous l'eau, mais vous sentez que votre corps est vraiment porté par le poids de l'eau. In utero, le bébé, c'est un peu comme s'il était sur la lune. Vous savez, il peut faire des grands mouvements, son corps est tout léger, et donc il va pouvoir bouger autant qu'il le souhaite. À la seconde où il naît, le pauvre petit malheureux, il est d'un coup écrasé par la gravité terrestre. C'est-à-dire que le poids de notre gravité vraiment l'écrase sur le plan où il est. Et par exemple, si vous couchez un nouveau-né à plat dos comme ça sur une surface, ben vous voyez que ses bras vont se mettre comme ça de côté. Hein, et en fait, un peu comme s'il était... Hop, je le mets comme ça. Vous voyez, il est complètement écrasé par la gravité et ce petit bébé n'aura jamais la force de ramener tout seul les bras près de son corps. Ce qui fait que du coup, ses bras sont tirés en arrière comme ça. Essayez de mettre vos bras comme ça, vous vous rendez compte que ça tire très très fort sur les épaules. Ce n'est pas une position confortable. Nous, naturellement, on ramène nos bras parce que depuis le temps on est grand, on sait lutter contre la gravité terrestre. Le bébé n'en est pas capable et donc il est comme ça, écrasé sur la table et il ne va pas être capable de ramener par lui-même ses bras. Donc, un nouveau-né, souvent, il a du mal à bien dormir, il a du mal à être bien quand il est couché sur le dos, parce qu'il est dans une position comme ça d'extension qui n'est pas confortable. Donc, c'est pour ça qu'un bébé, il a besoin, quand il est notamment emmailloté, d'avoir les épaules vers l'avant, dans leur axe, c'est comme ça qu'on le dit, hein, les épaules vers l'avant. Si vous l'emmaillotez comme ça, les épaules en arrière, il va pas être bien. Ça va le mettre en extension et quand on se met en extension, c'est-à-dire quand on met son dos en arrière, regardez la tête, naturellement, elle va se mettre en arrière aussi. Ce qui fait que le bébé, il va appuyer très fort contre le matelas de son lit et c'est là qu'on peut commencer à avoir une tête qui s'aplatit un petit peu. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la plagiocéphalie. Un bébé, si on ne veut pas qu'il mette trop d'appui au niveau de sa tête, il faut qu'il puisse avoir les épaules un peu vers l'avant. C'est pour ça, notamment, qu'il est de moins en moins recommandé d'habiller son bébé avec une gigoteuse avec des manches. Vous savez, quand on les couche la nuit, il y a des gigoteuses avec des grandes manches. Et bien ça, c'est pas recommandé par les psychomotriciens parce que justement, ça pèse très lourd ces manches sur les bras du bébé qui peut pas les ramener devant lui. Et donc, du coup, ça le met un peu en hyperextension. Ça bloque l'articulation des épaules. Et surtout, il y a un autre paramètre qui est fondamental, c'est qu'en fait, in utero, le développement neurologique de votre bébé, c'est-à-dire son cerveau, se développe principalement autour de sa bouche. Alors, pourquoi le cerveau du bébé se développe principalement autour de sa bouche? Ben, tout simplement parce que c'est ce qui va lui permettre de survivre, puisque le bébé à la naissance, de quoi il va avoir le plus besoin, mis à part de vos câlins et de vos bras, et ben, c'est tout simplement de s'alimenter. Donc, le nouveau-né, il faut qu'il soit hyper performant d'un point de vue alimentation à la naissance. C'est pour ça qu'il hurle dès qu'il a faim. C'est pour ça aussi qu'il a tout le temps besoin de téter. C'est pour ça aussi qu'il a besoin de s'alimenter souvent. Parce que ce bébé-là, son cerveau est vraiment concentré en grosse partie sur sa bouche. Et donc, où est-ce que je voulais en venir ? La bouche du bébé est vraiment un outil fondamental pour le bébé. C'est pour ça que très très longtemps, dans le développement de l'enfant, jusqu'à ses 3 ans environ, l'enfant va toujours mettre ses doigts ou des objets dans sa bouche pour les découvrir. Parce qu'en fait, chez un petit, la bouche, ce sont ses mains. C'est d'autant plus intéressant qu'il faut savoir que quand votre bébé était des petites cellules dans votre ventre, les cellules au départ ce sont des cellules souches, une même cellule, même type de cellule va pouvoir faire un bras, une jambe, un œil, une tête, que sais-je. Eh bien il faut savoir que ce sont exactement les mêmes cellules qui vont faire la paume de la main de votre bébé ou la vôtre, la plante de ses pieds et tout l'intérieur de sa bouche, son palais. En fait, le palais des bébés est constitué des mêmes cellules que les mains. Ce qui fait qu'en fait, à la naissance, le palais du bébé est une zone très sensible, très fine d'un point de vue sensoriel. Et donc, le bébé va vraiment découvrir son environnement en mettant les objets dans sa bouche.
Je sais que ça nous paraît dégoûtant, on n'a pas envie que notre enfant mette des objets dans la bouche, et pourtant, c'est fondamental pour le bébé. En fait, la bouche de votre enfant lui sert de main quand il est petit, jusqu'à environ ses 3 ans. Mais nous, on est pareil en tant qu'adulte. Hein. Dès qu'on est stressé, dès qu'on a un problème, eh ben, on met quelque chose à la bouche, que ce soit une cigarette, que ce soit une belle tartine de Nutella, que ce soit du chocolat, que ce soit du saucisson, tout ce que vous voulez. Quand on est un peu stressé, on a tendance à vouloir mettre quelque chose dans la bouche, tout simplement. Parce que notre bouche, hein, elle est vraiment, au niveau historique de notre corps, un lieu très très pointu au niveau du développement sensoriel. Du coup, si vous emmaillotez votre bébé les bras le long du corps, eh bien vous le privez tout simplement de son premier outil fonctionnel pour venir s'auto-apaiser. Quand on met un bébé dans une couverture d'emmaillotage, en règle générale, c'est pour pouvoir le poser dans son lit et nous pouvoir aller faire autre chose pendant ce temps. Parce que le bébé, lui, les bras, ça lui suffit, hein, il n'a pas besoin d'être emmailloté. Gardez-le H24 dans vos bras, il sera le roi du monde. Mais malheureusement, en tant qu'être humain, nous avons, nous aussi, adultes, des besoins. Et nous avons notamment besoin de pouvoir dormir, donc se coucher dans son lit et dormir tranquillement. Nous avons besoin de pouvoir manger, nous avons besoin de pouvoir simplement le poser de temps en temps. Et donc, c'est juste dommage d'emmailloter votre bébé pour le réconforter, pour qu'il soit tranquille pendant que vous le posez, et de le priver en fait du premier objet qu'il va pouvoir utiliser pour ne pas avoir besoin de vous, c'est-à-dire ses mains. Donc le bébé a toujours besoin d'avoir accès à ses mains quand il dort, quand il est emmailloté. Et donc, c'est vrai que d'emmailloter un bébé les bras le long du corps, eh ben, ça ne lui permet pas de s'apaiser tout seul et vous vous privez d'une compétence qu'il a naturellement à s'auto-apaiser. Donc, on va emmailloter plutôt les bébés les mains près du visage. Ça le rassure, ça lui permet d'avoir les bras vers l'avant, comme je vous le disais, ça le permet de s'auto-apaiser et surtout, ça le permet de développer sa motricité au niveau de la bouche et des mains. Ce développement moteur commence chez le bébé au moment où il met les mains près du visage. Parce qu'au début, il va mettre les mains près du visage, il va voir ses mains et c'est en voyant ses petites mains qu'il va suivre du regard les gestes de ses mains et à force de les suivre, il va finir par découvrir les retournements sur le côté et ensuite le retournement sur le ventre. Donc c'est bien par le jeu des mains que le bébé va démarrer son développement moteur. Donc toujours important de laisser un bébé accéder à ses mains, que ce soit dans un porte-bébé, que ce soit dans une couverture d'emmaillotage ou dans toute autre situation de la vie du bébé tout simplement. Donc, voilà une des raisons qui fait que la couverture d'emmaillotage est décriée, c'est le fait que le bébé ne peut pas accéder à ses mains quand il est emmailloté les bras le long du corps. Une des raisons qui fait qu'on emmaillote un bébé, c'est pour inhiber ce qu'on appelle le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, qu'est-ce que c'est? C'est un réflexe très très important chez le bébé jusqu'à ses 3 mois, c'est un réflexe d'embrassement. C'est-à-dire que quand il se sent chuter en arrière ou déstabilisé, il va jeter ses bras vers l'avant en embrassement et il va les ramener devant lui. Comme ça, vous voyez, ça fait ce geste-là, que j'appelle un geste d'embrassement. Du coup, quand il est emmailloté, il ne peut pas avoir ce réflexe-là qui est pénible, hein, surtout les premières semaines, quand vous avez passé des heures et des heures à endormir votre bébé dans vos bras comme ça, et à la seconde où vous le posez, il se sent chuter un petit peu, vu qu'on a un geste pour le poser, et paf, il déclenche un réflexe de Moro et il se réveille. Ça vous a pourri tout l'endormissement. Donc c'est pour ça que les couvertures d'emmaillotage sont aussi plébiscitées, c'est que le fait d'être resserré, d'être rassuré, d'être contenu va inhiber en grande partie le réflexe de Moro. Donc on peut emmailloter un bébé, le garder dans ses bras et après le reposer toujours emmailloté. On va voir dans pas longtemps comment on va faire. Dans pas longtemps parce que le temps passe. Alors je vois qu'il y a une question. Et oui, la couverture dont vous parlez, la couverture miracle, elle a des petites encoches pour pouvoir glisser les bras le long du corps et donc le bébé va être emmailloté tout droit. C'est quelqu'un qui me dit que les couvertures Red Castle ne permettent pas d'avoir les mains près du visage. Et effectivement, ce n'est pas considéré comme une couverture physiologique. Il vaut mieux prendre un petit linge qui permettra au bébé d'avoir les mains près du visage. Alors on peut tricher un peu. En général, avec ces petites couvertures qui sont faites pour mettre les bras du bébé dans les encoches, vous pouvez tout simplement ne pas leur mettre les bras dans les encoches, bien leur mettre les mains près du visage
et après seulement l'emmailloter pour quand même pouvoir permettre l'utilisation de ces couvertures. J'ai vu une couverture il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était une Redcastle qui permettait de le faire et qui était franchement très bien faite. Mais les anciennes, c'est vrai qu'elles ne le permettaient pas. Donc, autre chose qui fait que la couverture d'emmaillotage n'est pas recommandée par beaucoup de spécialistes, c'est le fait, comme je vous disais, qu'on emmaillote très serré le bébé. Et donc, du coup, on va venir serrer son bassin quand on l'emmaillote. Or, il faut savoir que l'ossification du corps du bébé, parce que le bébé à la naissance, il est constitué de beaucoup de parties en cartilage. Le cartilage, c'est cet os mou que va avoir l'enfant et qui va permettre la croissance du bébé. Et le bassin du bébé est constitué d'énormément de parties en cartilage. Et en fait, c'est le mouvement du bébé, quand il va bouger ses jambes et tout ça, qui va venir actionner en fait tout simplement l'articulation de la hanche. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous mimer comme ça? Ça, c'est la jambe du bébé. Ici, c'est l'articulation de la hanche. C'est une petite boule qu'on appelle la tête du fémur. Et dans le bassin du bébé, vous voyez, le bassin, c'est cette partie qu'on a ici. Vous avez un trou qu'on appelle le cotyle. Donc là, vous avez le trou. Vous avez la tête du fémur qui est toute petite et malléable chez le bébé. Et quand le bébé va bouger, ça va venir creuser son trou et faire une belle articulation de la hanche. Le problème quand on emmaillote le bébé jambes tendues, c'est que du coup la tête du fémur, elle ne va pas aller dans le trou du bassin. Elle va être pendante, elle va être un peu comme ça. Et donc tout le temps que votre bébé va être emmailloté, l'articulation ne peut pas bien se faire. Et donc quand un bébé va passer plusieurs heures par jour emmailloté, parce qu'en général il est censé dormir plusieurs heures par jour et par nuit, c'est autant de temps qui ne permettra pas au bébé de bien fabriquer son articulation. Pour vous donner une idée, dans certains pays, très traditionnellement, on va emmailloter le bébé constamment, jour et nuit, pendant environ 9 mois. Jusqu'à ce qu'il saute l'étape du 4 pattes dont je vous parlais au début de ce live. Et dans ces cultures-là, environ un tiers des adultes n'a pas pu développer une bonne articulation de la hanche et souffre de boiterie. Donc on voit qu'effectivement, si vous deviez emmailloter de très nombreuses heures par jour votre bébé, on n'en est pas à ces cultures-là qui emmaillotent tout le temps leur bébé, ne vous inquiétez pas. Si vous avez emmailloté votre bébé jambes pendantes, ça m'étonnerait que vous ayez eu un impact mauvais sur votre bébé. Mais quand on sait que ça ne participe pas à un bon développement de la hanche, autant ne pas s'en priver et emmailloter un bébé de façon à ce que l'articulation de la hanche puisse bien se faire, tant qu'à faire. Et dernière chose il reste deux choses encore qui ne sont pas appréciées avec l'emmaillotage traditionnel. La première des choses, c'est qu'on bloque les jambes de bébé. Et donc, comme les jambes de bébé sont bloquées au bout, par le bout du maillot, en fait, le bébé a un réflexe qu'on appelle, c'est pas un réflexe, mais le bébé, il faut savoir qu'il pousse quand il a un appui au niveau des pieds. Je vous ai dit, c'est vraiment le mouvement de la jambe qui permet la création de cette articulation de la hanche. Et quand votre bébé est dans votre ventre, comme il faut qu'il bouge pour créer ces articulations, en fait, le bébé est équipé d'un réflexe naturel qui est un réflexe de pousser. Dès qu'il sent une paroi sous ses pieds, il va pousser et donc du coup, il va mobiliser ses jambes. S'il sent un appui sous ses pieds, il va bouger ses pieds et donc ça va permettre à la création de son articulation. Quand il naît, ce réflexe-là, il est encore bien présent, il existe. Ça fait partie des réflexes de l'apprentissage de la... je viens de dire une énormité, excusez-moi. Le réflexe de la marche, vous savez, quand on pose un bébé là, on voit qu'il a un mouvement. Ce mouvement-là, il est beaucoup lié à ce réflexe que le bébé a de pousser quand il sent un appui sous ses pieds. Et donc, du coup, si vous arrêtez la couverture d'emmaillotage pile sous ses pieds, il sent un appui, il pousse constamment, et donc ça le met en hyperextension. Il pousse, hyperextension, et ça, c'est pas un mouvement qui est bon pour le développement du dos du bébé et de ses abdominaux. Donc, c'est pour ça qu'on recommande à ce que les bébés aient toujours les jambes très libres quand il est dans une couverture d'emmaillotage. Dernier point qui est décrié au niveau de la couverture d'emmaillotage, c'est qu'il faut savoir que beaucoup estiment, j'en fais partie, qu'un bébé ne doit pas avoir un emmaillotage imposé. Tous les bébés n'ont pas besoin d'être emmaillotés, voire même, finalement, assez peu de bébés ont besoin d'être emmaillotés. Le problème, c'est que, j'ai envie de dire, le fait qu'il y ait beaucoup de couvertures d'emmaillotage sur le marché, le fait qu'on en parle beaucoup, je vois des articles, je vois des livres sur l'emmaillotage, des parents, finalement, finissent par croire, parce qu'on leur a fait croire, que tous les bébés doivent être emmaillotés à la naissance.
Or, ce n'est pas vrai. Il y a des bébés qui ont besoin d'être emmaillotés, il y a des bébés qui ne supportent pas d'être emmaillotés. Et peut-être que le bébé ne dira rien, qu'il s'endormira même s'il est emmailloté, mais ça ne veut pas dire qu'il est bien dans sa couverture d'emmaillotage. Il faut savoir qu'un bébé, quand il n'est pas bien dans une situation, il va se passer deux choses. Soit il va le manifester très fort en pleurant, en se débattant, en bougeant, soit il va le manifester en se repliant, c'est-à-dire qu'il va s'endormir pour ne plus avoir à vivre cette situation qui est inconfortable pour lui. Alors vous inquiétez pas, un bébé qui est en repli comme ça, en général, si on est attentif, on s'en rend vite compte. Un bébé qui est tout joyeux, qui vous fait des petits sourires, qui a l'air tout détendu, qui fronce pas les sourcils quand vous l'emmaillotez, il est en train de vous dire qu'il est content. Par contre, un bébé qui bouge pas, mais qui est un peu pâle, qui vous fuit du regard, vous voyez qu'il est un peu tout mou quand vous l'emmaillotez, c'est signe qu'il n'est pas très bien et qu'en fait, il ne vous le signifie pas en pleurant très fort, mais il n'a pas envie d'être emmailloté, ce bébé-là, vous voyez ? Donc c'est important d'observer son enfant pour savoir s'il semble être bien ou pas dans sa couverture d'emmaillotage. Et donc l'emmaillotage est très décrié parce qu'on va vous expliquer d'emmailloter un bébé qui n'en a pas besoin, qui n'en a pas envie, c'est pas cool pour lui en fait, si on peut s'exprimer ainsi. On va plutôt réserver l'emmaillotage à un bébé qui manifeste le fait que vraiment il en aurait besoin. Alors quels sont les signes qui peuvent vous mettre l'alerte, qui peut vous dire « Tiens, mon bébé a peut-être besoin d'être emmailloté », hormis le fait qu'on peut l'emmailloter les premières heures après sa naissance si on ne peut pas l'avoir en peau à peau, ben, en général, c'est un bébé qui cherche des limites très fortes. C'est-à-dire un bébé qui a beaucoup de réflexes de moraux, un bébé aussi qui a tendance à avoir les bras un petit peu éparpillés. Vous savez, quand vous le couchez dans son lit, vous voyez qu'il cherche des limites. Parce que votre petit bébé, il a passé quand même plus ou moins 9 mois dans votre ventre, dans une poche qui est toute petite. Hein, les parois amniotiques, hein, les parois de la poche dans laquelle est le bébé, c'est pas plus gros qu'un ballon de basket. Donc le bébé, pendant plusieurs mois, il était complètement contenu. Et là, d'un coup, bah, c'est le vide autour de lui. Et ça le perd énormément. Et donc il cherche des repères, il cherche des limites. On le voit, il tend ses jambes, il tend ses bras. Ça peut être un signe d'appel qui vous dise « Oula, donne-moi des limites, c'est trop grand. L'univers est trop grand pour moi. » Et donc le fait de l'emmailloter va lui permettre de retrouver des contours qui vont le rassurer et lui permettre d'accéder au sommeil plus facilement, ou pas, mais en tout cas d'être rassuré. Un bébé qui pleure beaucoup aussi, souvent les bébés qui peuvent être nés par césarienne, je ne veux pas faire des généralités, mais souvent on s'est rendu compte, des bébés qui sont nés un petit peu trop vite, des bébés qui ont besoin d'avoir une certaine stabilité dans leur posture, parce que peut-être vous avez été obligé de prendre des médicaments pendant la grossesse qui entraînent des accoutumances, par exemple, ou peut-être que vous avez été obligé de fumer quelques petites cigarettes pendant la grossesse parce que ça a été difficile pour vous d'entamer un sevrage. Et on le sait que beaucoup de professionnels de santé vont vous encourager à plutôt très fortement réduire votre consommation de cigarettes plutôt que de l'arrêter totalement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez le droit de fumer pendant que vous êtes enceinte, je suis en train de vous dire, faites-vous accompagner. Vous en parlez à votre obstétricien, vous en parlez à votre sage-femme, vous en parlez à un tabacologue, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Mais il peut arriver que malheureusement, ce ne soit pas possible de s'arrêter complètement. Et bien le bébé, à la naissance, il va faire un petit sevrage de ces médicaments que vous avez été obligé de prendre ou de cette cigarette que vous n'avez pas réussi à arrêter. Point là, question de culpabiliser. Vous avez fait comme vous avez pu. Et même si vous n'avez pas fait quelque chose d'idéal pour votre bébé, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Vous allez passer votre vie à faire des choses qui ne sont pas idéales pour votre enfant. Mais le fait est que d'emmailloter ces petits bébés-là, qui sont un petit peu nerveux parce que ils ont eu de la nicotine un petit peu pendant la grossesse ou certains médicaments, le fait d'être emmailloté, ça va leur faire du bien, ça va leur permettre d'être contenus et de passer ce petit cap qui peut être un petit peu plus difficile pour lui. Donc vous voyez, ça va être le sujet d'un prochain live, comment accompagner mon bébé quand j'ai fumé pendant la grossesse d'ailleurs. Comment l'accompagner après la naissance pour qu'il soit un petit peu moins agité parce que ça peut être un signe chez le bébé. Donc voilà, j'ai donné un petit peu tous les signes. Donc les bébés n'ont pas tous besoin d'être emmaillotés et les professionnels vont vous expliquer
qu'une des premières choses qui est importante de faire, c'est de pouvoir permettre au bébé de se désemmailloter. Parce que s'il est bloqué, s'il ne peut pas se désemmailloter, s'il n'apprécie pas sa couverture, d'une, il ne pourra pas vous signifier qu'il n'a pas envie d'être emmailloté. Et deux, du coup, il est coincé, il ne va pas être bien, ça ne va pas être une expérience agréable pour lui. Parce qu'une couverture d'emmaillotage bien placée, bien positionnée, c'est une couverture dans laquelle le bébé peut sortir. Parce qu'un bébé qui a besoin d'être emmailloté, une fois qu'il va avoir cette position qui va le rassurer, il ne va pas en bouger et donc du coup, il ne va pas se désemmailloter par lui-même. Donc un emmaillotage bien réussi, c'est un emmaillotage qui s'enlève par le bébé. Mais du coup, dans les recommandations pédiatriques, on ne doit pas laisser un bébé emmailloté sans surveillance d'un parent. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé d'emmailloter son bébé pour l'endormir si vous le souhaitez, mais si vous allez vous coucher, de bien enlever le lange, le maillot pour lui permettre au bébé de ne pas s'étouffer. Lui permettre de ne pas s'étouffer, ma phrase est horrible. Pour éviter que le maillot tombe sur son visage et qu'il y ait des risques de suffocation. Alors décidément, je n'arriverai jamais à faire un live en 30 minutes, je vais appeler ça un live en 45 minutes. Je vais maintenant vous montrer comment on emmaillote un bébé. Vous allez voir, le geste est très simple, très facile. Voilà, j'ai pas d'autres recommandations à vous donner. Alors, je prends le bébé de façon affreuse dans mes bras. Vous m'en excuserez parce que je vais tout simplement poser cette couverture d'emmaillotage. Alors, traditionnellement, je vous montre ce fameux emmaillotage qui est tant décrié. Hop, je vous le montre. Donc, on va venir positionner la couverture comme ceci. On place le bébé dedans. On va venir placer, ça sera plus simple si je le mets comme ça. Hop! On va venir placer le bébé, le bras, ce bras-là, vous voyez, va être le long de son corps. Je prends ma couverture d'emmaillotage, je drape le bras du bébé et je vais venir coincer la couverture de l'autre côté. Pareil, ce bras est placé le long de son corps. Je tends ma couverture d'emmaillotage et je la ramène de l'autre côté. Hop! Là, les bras sont plaqués le long du corps. Vous voyez, les hanches sont moulées par le maillot. Je vais maintenant continuer mon installation. Je prends ma couverture d'emmaillotage vers le bas et je peux la placer dessous au niveau de la limite du pied du bébé. Je vais redresser mon poupon. Donc voilà ce que ça donne, un bébé emmailloté de façon traditionnelle. Vous voyez qu'il n'a absolument pas accès à son visage, à sa bouche avec ses bras. Ses jambes, vous voyez, ça fait un tunnel qui se réduit au fur et à mesure. Donc ses jambes ne peuvent pas venir se replier, elles ne peuvent pas venir à bouger. Donc du coup, on peut légèrement remonter ses genoux si on veut avec la couverture d'emmaillotage, mais il est très bloqué dans sa motricité. Et donc, effectivement, c'est une position qui ne permet pas un bon développement moteur du bébé. Alors, encore une fois, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont emmailloté comme ça leur bébé parce que c'est comme ça qu'on vous l'apprend. Vous n'avez pas fait mal à votre bébé parce qu'on n'est pas dans une société où on laisse 24 heures sur 24 un bébé emmailloté comme ça. Mais si vous avez un jour un autre enfant, sachez qu'il y a une autre méthode pour bien emmailloter. Pour ceux qui me rejoignent, bienvenue. Ça, c'est la mauvaise méthode. C'est pas celle qui est recommandée comme méthode d'emmaillotage. Et en général, à la fin, vous avez un scratch. Vous avez quelque chose qui bloque le bébé et donc il ne peut pas se retirer de sa couverture d'emmaillotage. On va passer maintenant à l'emmaillotage physiologique. Celui qui permet au bébé de se désemmailloter, de se regrouper et tout ça. Donc, je vais d'abord vous montrer ma couverture. Alors là, vous voyez que j'ai emmailloté le bébé dans ma couverture carrée. Et bien, pour emmailloter mon bébé de façon physiologique, je vais plutôt utiliser ma couverture dans sa diagonale. Vous voyez, ça fait un losange. Donc, il y a un côté qui va se rabattre, vous voyez. On va faire en sorte que ça se rabatte assez loin, parce que le problème de cette petite pointe, si elle est trop au milieu du dos du bébé ou si elle est en boule, ça va lui faire un point dur au niveau du dos qui du coup va être complètement inconfortable, qui va le mettre en extension. Et là, en matière d'emmaillotage physiologique, on a tout raté. Donc, autant bien le faire. Donc, je vais vraiment mettre mon lange en diagonale. Je vais mettre suffisamment de longueur pour que ça puisse couvrir son dos. Hop, et je l'installe. Je prends mon bébé et je vais venir l'installer la tête. Vous voyez, hop, si je le regrette, la tête un petit peu dans le tissu.
Alors, je sais qu'on dit dans les recommandations qu'on ne doit pas couvrir le visage d'un bébé pour éviter qu'il ne s'étouffe, mais ne vous inquiétez pas, le tissu ne va pas se rabattre sur le visage de bébé, ça ne craint rien. Mais le fait de lui mettre un petit peu de tissu, la tête un petit peu dans le tissu, ça va lui permettre de sentir un petit soutien quand même au niveau de sa tête, parce que je vais peut-être vous donner une information que vous ne saviez pas, mais en fait, in utero, dans votre ventre, la tête du bébé, elle est aussi contenue dans la petite poche. Le bébé, il est entièrement dans votre ventre. Et donc, du coup, le fait d'avoir un petit contact au niveau de la tête, ça le rassure aussi. Il se sent contenu au niveau de la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent quand on met le bébé au milieu de son lit le soir, vous le retrouvez le lendemain matin, s'il a fait sa nuit, à l'autre bout du lit, la tête dans les barreaux. C'est pour ça qu'on dit vraiment qu'il est important de ne pas mettre de tour de lit dans un lit de bébé, parce que les bébés ont tendance à pousser sur leurs jambes pour venir chercher un appui au niveau de leur tête qui va les rassurer, et donc ils mettent la tête dans les tours de lit, et ils peuvent risquer de s'étouffer. Le bébé, il aime bien avoir un petit soutien au niveau de la tête. Donc je vais lui laisser la tête un petit peu dans le maillot, donc voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir mettre ses mains près de son visage, puisque je pense que j'ai bien expliqué qu'il est très important que ses bras soient repliés le long de son visage, donc ça donne ça. Les mains sont près du visage, donc du coup les épaules sont vers l'avant. Les mains vont être près du visage, elles ne sont pas sur le ventre, parce que pareil, si vous emmaillotez le bébé, les bras coincés contre leur ventre, ils ne pourront pas ramener leurs mains au visage. Donc la main va être près du visage. Je vais prendre un premier angle de mon lange, je le tends bien, et je viens, hop, emmailloter mon bébé. Donc vous voyez ici que le tissu ne va pas venir sur son visage, le tissu va venir se tendre au niveau des épaules, donc là vous avez un appui de l'épaule qui va permettre au bébé de garder bien son épaule devant lui, ça va venir soutenir ses bras, et vous allez mettre l'autre côté du lange en basculant légèrement le bébé de côté, et vous allez le faire passer dans son dos. Attention encore une fois de ne pas laisser plein de tissu replié dans son dos qui pourrait être inconfortable pour lui. Pareil de l'autre côté. Je tends mon lange, je viens sur les épaules de mon bébé et je vais de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je tends mon lange, je vais essayer de le faire comme ça. Je tends mon lange, je le descends un peu pour ramener les épaules de mon bébé et je le ramène devant lui. Donc là, le poupon, et surtout le vrai bébé, comme il a bien les épaules vers l'avant, il peut garder les mains près du visage. Vous voyez que les mains, elles sont libres, elles ne sont pas dans le tissu, elles ne sont pas coincées, ce qui fait qu'il va pouvoir les ramener comme ça devant lui, il va pouvoir téter ses doigts, il va pouvoir les goûter, tout en étant bien contenu, les épaules bien ramenées et donc en sécurité. Ça, c'est la première partie. C'est pas fini, on va maintenant s'occuper des hanches du bébé. Donc, pour éviter de bloquer sa motricité au niveau des hanches, je vais tout simplement venir passer mes doigts, mes mains, à l'intérieur du maillot. Donc, je tire un petit peu sur les côtés, comme ceci, pour faire de la place, ce qui fait que le bébé va pouvoir bouger ses jambes. Et maintenant, je ne vais pas venir arrêter mon maillot sous la plante des pieds, puisqu'il va passer son temps à pousser. Je vais tout simplement regarder où est-ce que le bébé aurait les jambes tendues. Et à cet endroit-là, je vais plier mon lange. Comme ceci. Ce qui fait que même s'il tend ses jambes, il va pouvoir sentir la petite limite, puisque les bébés, ils ont besoin de se sentir contenus, ils ont besoin de limite. Donc s'il recherche une limite, il tend sa jambe, il va toucher le bout du maillot, il est rassuré, il y a un contact, il va pouvoir à nouveau plier ses jambes, les fléchir, et donc il va être comme ça contenu et à l'abri. Donc qu'est-ce que ça donne? Hop, et vous voyez qu'on a un bébé qui a donc les mains près du visage, que ça ne fait pas le petit entonnoir comme on avait vu tout à l'heure, mais qui a de la place, comme dans une petite gigoteuse en fait. Il y a la place pour qu'il puisse bouger ses jambes, et surtout, s'il a besoin, il peut tout simplement sortir ses bras et se désemmailloter par lui-même. Donc du coup, le bébé, s'il reste emmailloté, c'est parce qu'il a vraiment envie de rester emmailloté, et non pas parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. L'avantage de cette installation-là, c'est que vous pouvez tout à fait garder votre bébé dans les bras le temps de l'endormir, le temps de l'apaiser. Quand vous voyez qu'il s'endort, qu'il est bien, hop, vous pouvez le poser dans son lit, tout simplement. Vous pouvez même coincer un petit peu le lange sur une fesse pour le mettre très 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 légèrement en asymétrie. Ça, c'est pour les pros que je dis ça.
Et par contre, quand vous allez quitter la pièce, que vous allez ne plus être en contact visuel avec votre bébé de façon très très fréquente, si vous sentez que le bébé va commencer à s'agiter, eh bien vous allez désemmailloter votre bébé. Alors pour le désemmailloter, moi j'ai une petite astuce. Je défais tranquillement ma couverture d'emmaillotage. Je suis allée un peu loin pour ma démonstration, hein. Essaye de ne pas trop coincer derrière le bébé. Et ce que vous pouvez faire, donc là, imaginons que le bébé dort tranquillement. Alors évidemment, il est désemmailloté, je ne vous cache pas que il se réveille hein, des fois. Hein, mais malheureusement, au niveau des consignes de sécurité, il est important de ne pas laisser un bébé emmailloté. Et vous pouvez coincer les pans en fait, dans le matelas, de façon à ce que ça ne revienne pas sur le bébé. D'accord? Donc on peut très bien emmailloter son bébé. Vous pouvez même légèrement l'emmailloter par-dessus sa gigoteuse si c'est juste quelques minutes le temps de l'apaiser. L'emmaillotage, ça n'est pas que pour endormir un bébé, et je vais en terminer avec ça. L'emmaillotage, c'est idéal aussi pour donner un bain langer à son bébé, parce que le bébé, il est toujours très compliqué pour lui d'être déshabillé. C'est pas forcément parce qu'il a froid, mais il faut savoir que, comme je vous le disais, in utero, il était tout le temps contenu. Il avait tout le temps le corps touché par du liquide amniotique, touché par les parois, touché par vos mains, par exemple, qui venaient le caresser. Et donc, quand il naît tout nu, d'un coup, il est complètement perdu. Il n'a plus de contact physique. C'est très stressant pour lui. Et du coup, le bébé est rassuré quand on l'habille, parce qu'il sent de nouveau un contact physique sur lui. Et quand on va lui donner le bain, par exemple, ou quand on va le changer, quand on va changer sa couche, c'est pas le bébé qu'on va changer, évidemment, c'est la couche du bébé qu'on va changer, il faut faire attention à son vocabulaire, et bien d'un coup, il sent des parties de son corps complètement vides, sans soutien, sans appui, et ça le stresse énormément. Donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant d'emmailloter, de langer son bébé quand on va faire certains soins, comme par exemple le bain. Alors quand vous allez baigner votre bébé, la petite astuce, c'est de ne pas mettre d'abord la couverture d'emmaillotage et après le bébé par-dessus, parce que du coup, toute la couverture elle va être sous lui, et pour enlever ça quand il sera dans la baignoire, ça va être compliqué. Vous pouvez l'emmailloter à l'envers, c'est-à-dire que vous posez votre bébé, vous allez positionner la couverture d'emmaillotage sur lui, on lui ramène ses petits bras près du visage pour le rassurer, je bascule le bébé sur le côté, hop, hop, pour lui faire un petit repli, et ensuite je vais pouvoir venir le chercher tout emmailloté comme ceci, le passer dans l'eau. Donc oui, votre couverture d'emmaillotage, votre petit linge va être mouillé, il va être dans le bain, c'est tout l'intérêt. Mais là, au moins, la transition entre le moment où il est déshabillé et le moment où il rentre dans l'eau, elle est sécurisante, elle est agréable. En plus, les bébés aiment bien être immergés avec leur couverture qui est bien chaude du coup contre eux, parce qu'elle est pleine d'eau chaude. Et ça va beaucoup les rassurer. Et puis, petit à petit, pendant le bain, le poids de l'eau va venir faire s'ouvrir la couverture d'emmaillotage autour du bébé. Et vous allez pouvoir tranquillement, tout en soutenant votre bébé, l'enlever et donc passer à la transition bain sans couverture d'emmaillotage. Ça peut sauver des bains si vous avez un bébé qui hurle pendant toute la durée du bain. Mais on parlera un jour du bain traditionnel et des alternatives qui peuvent être vous être proposées quand on a un bébé qui pleure pendant le bain. Toute dernière chose, ça marche aussi pour le change de bébé, hein, une petite couverture d'emmaillotage posée sur ses épaules avec les bras ramenés près du visage pendant que vous déshabillez le bas et que vous changez la couche du bébé. Vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus agréable pour vous et beaucoup plus confortable pour le bébé. Donc l'emmaillotage, même si le bébé n'en a pas besoin pour dormir, ça peut être idéal pour le bain, ça peut être idéal pour le change de la couche, et ça peut être aussi idéal si vous avez un bébé qui commence à s'agiter un petit peu dans la journée, un petit peu s'énerver et que vous avez besoin de le poser pour aller aux toilettes ou autre, hein, de pouvoir l'emmailloter un petit peu le temps que vous ne soyez pas auprès de lui, ça lui permet de se rassembler et donc de se rassurer. Voilà, donc écoutez, cette vidéo de toute façon elle sera visible en replay à voir ou en revoir, donc vous pourrez vous entraîner en regardant la vidéo pour faire votre emmaillotage. Je vous rappelle juste les derniers points. Une couverture d'emmaillotage, ça
se désemmaillote par le bébé, il peut en sortir s'il n'en a pas besoin. Tous les bébés n'ont pas besoin d'être emmaillotés, à vous de regarder un petit peu comment votre bébé le vit, puis s'il pleure beaucoup, bah vous le testez, et si vous voyez que ça le calme, c'est qu'il en avait besoin. Si vous voyez qu'il continue à pleurer et à s'agiter, c'est que c'était surtout pas ça qu'il voulait. On laisse les jambes libres, il peut bouger, il peut vraiment jouer dans sa couverture, il y a vraiment importance qu'il puisse bouger ses articulations et les mains doivent toujours être près du visage. Le lange doit pouvoir s'enlever tout seul, mais attention, on laisse le bébé sous surveillance pour éviter que le lange lui retombe sur le visage et qu'il y ait des problèmes de suffocation. Donc c'est vraiment une transition, le lange, entre le moment où le bébé sort de votre ventre, où il était contenu tout le temps, et le moment où il va s'adapter à la vie terrestre. En général, on emmaillote le bébé les 2-3 premiers mois, le temps que ça s'installe bien pour lui, et au bout d'un moment, il n'en a plus besoin. Si votre bébé, passé 3-4 mois, a encore énormément besoin d'être emmailloté, c'est que c'est un bébé qui peut avoir vraiment besoin d'être contenu, et dans ce cas-là, plutôt que de l'emmailloter la nuit où il peut y avoir certains risques, parce que c'est le moment où le bébé va risquer de se retourner et donc de s'empêtrer dans sa couverture d'emmaillotage, vous pouvez lui proposer en journée des solutions pour le contenir et pour le rassurer, notamment le portage avec une écharpe de portage ou un porte-bébé physiologique, le fait de lui faire un plein, vraiment un réservoir de bien-être et d'assurance pendant la journée va lui permettre de mieux appréhender la nuit et le sommeil sans être emmailloté ou autre. Si vraiment c'est compliqué pour le bébé de ne plus être emmailloté du tout, déjà, d'une, c'est pas votre faute, parce que le fait d'être emmailloté, c'est pas forcément signe d'accoutumance. Vous n'avez pas un réel risque que votre bébé ne puisse plus dormir sans être emmailloté. Mais si vous voyez que vraiment ça tarde pour le bébé d'être emmailloté, qu'il en a encore beaucoup besoin, n'hésitez pas aussi à en parler. Et évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que votre bébé a une pathologie, certainement pas. Mais des fois, les bébés, ils ont besoin d'une petite solution ou d'une autre pour trouver une sécurité psychologique ou même sensorielle pour accéder au sommeil. Et donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Il n'y a aucune honte d'avoir emmailloté son bébé, bien au contraire. Moi, je travaille dans des services où les bébés sont quasi tous emmaillotés parce qu'ils en ont des besoins réels. C'est pas que votre bébé en a pas besoin réel, mais je veux dire vraiment, il y a des services où les bébés sont emmaillotés, même tous presque, tellement ils en ont besoin. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus par rapport à cet emmaillotage qui est quand même un sujet qui est vraiment passionnant, je trouve. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel thème il va y avoir la semaine prochaine, j'y ai pas encore réfléchi. Mais je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Merci de m'avoir suivi.